Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le sixième webinaire de notre série de webinaires sur la gestion de données. Aujourd'hui, ça va être centré sur les outils de collecte de type géographie, qui sera présenté par Gilles Casaban et moi-même. Donc, nous sommes tous les deux GIS, aussi officiers à carte ONG, ou SIG. On travaille dans les SIG et en cartographie pour carte ONG. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire une introduction au webinaire, donc, pour remettre dans le contexte de ce webinaire. Puis Gilles vous présentera de façon générale les outils de collecte de données géographiques sur mobile. Puis après, nous entrerons plus en détail sur le choix d'un outil en faisant un focus sur certains outils en particulier. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de Ezequiel Ametovena et Manon Viou, qui nous partageront leur expérience de terrain avec deux exemples du coup de projets avec des outils de collecte différents. On fera ensuite un petit point sur les ressources qui peuvent vous être utiles et on aura un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Alors, donc pour commencer, on va revenir sur quelques informations un peu générales autour du webinaire. Donc, Carte ONG, nous sommes une association de support à d'autres structures, pardon, quelle que soit leur taille, le contexte d'intervention des autres associations ou structures. On intervient surtout auprès de petites associations, de petites structures en tout cas, ou qui sont des structures qui sont encore débutantes en gestion de données, pour les aider à améliorer leurs pratiques et à les monter en compétences pour qu'elles deviennent autonomes. Ce webinaire est possible grâce au projet cofinancé par l'AFD et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, le but de ce financement, c'est de renforcer la gestion des données d'ONG francophones et en particulier celles qui vous sont plus assez petites et qui ont encore besoin d'accompagnement pour leur développement autour de la gestion de données. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une série de 8 webinaires. Donc là, on est au 6e. Donc, il se déroule tous les 3e mardis du mois. Donc, vous pourrez retrouver le prochain webinaire le 19 décembre sur collecte de manière collaborative qui sera centrée sur OSM. Et donc, vous pourrez vous inscrire au prochain webinaire si vous le souhaitez. Donc, CartonG met aussi en place, en lien avec ce webinaire, une plateforme, l'IM Portal. Vous pourrez retrouver toutes sortes de documentation, de tutos, vraiment beaucoup de documentation autour de la gestion de données, mais aussi des SIG, d'outils comme Excel, QGIS. Enfin, il y a beaucoup de documentation, il y en a régulièrement qui sont remises en ligne, qui peuvent être en français ou en anglais. Donc, je vais laisser la parole à nos témoins du jour, qui vont se présenter en quelques mots. Je ne sais pas si Manon, tu veux commencer? Oui, merci Sophie. Bonjour à tous. Du coup, je suis Manon Vieux. Je travaille aussi à Carte ONG et je suis responsable des projets de cartographie participative, des approches autour des outils numériques low-tech et de l'open data. Et voilà, je suis amenée à utiliser régulièrement des outils de collecte de données cartographique, géographique. Donc, voilà, je vous parlerai d'une expérience, d'un projet qu'on a mené à Mayotte avec Médecins du Monde. Voilà. Du coup, merci Sophie. Moi, c'est Ezekiel Ametovena. Bon, je suis membre de la communauté Projet Map Togo, voilà, une communauté de cartographie participative. J'ai également été service civique à KTNG. Euh, voilà, bon, ce matin, je suis là pour parler un peu de mes expériences de cartographie de terrain, de collecte de données. Donc, je suis content d'être là. Ouais, merci. Merci à vous. Donc, ce webinaire, il s'adresse vraiment à tous ceux qui connaissent encore assez peu les outils de collecte
orienté cartographie, centré sur une carte, et que vous hésitez à passer encore d'un enquête type formulaire avec Kobo Toolbox, vous aimeriez éventuellement passer avec des données plus géographiques, mais on ira aussi un peu plus en détail pour si vous connaissez déjà des outils pour que vous en découvriez d'autres. Donc ça reste vraiment centré sur la cartographie, donc on va évoquer très rapidement des logiciels, pardon, des applications de collecte de données type enquête comme Kobo ou ODK, mais on rentrera pas plus en détail dedans. On a déjà fait un webinaire dessus que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube. Et on va pas non plus évoquer des outils dédiés à un secteur en particulier, parce que ça va être trop précis. Et nous, on va rester quand même sur une approche assez générale, avec de nombreux outils, mais quand même générales, qui peuvent correspondre à tout type d'intervention et à tout type de projet. Donc, je vais laisser la parole à Gilles, et je vais rendre la main à Gilles aussi si tu veux partager la suite de la présentation. Très bien. Bah, merci beaucoup, Sophie. Donc, en effet, là, on va essayer de se pencher pour une introduction un peu plus complète sur la collecte de données cartographiques sur mobile. Donc, comme on l'a précisé, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à utiliser le chat et on aura aussi un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, la collecte de données, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu parler. Là, on va vraiment parler de la collecte de données cartographique ou géographique sur mobile. Donc, à la différence d'une collecte de données via formulaire, là, on va vraiment avoir une approche où la donnée que l'on va collecter va avoir une composante géographique. Donc, c'est-à-dire qu'elle est localisable dans l'espace, on peut la représenter spatialement. Et à cette donnée localisable, on va lui ajouter potentiellement des attributs qui lui seront propres. Donc ça, c'est des choses assez classiques que vous retrouverez dans la collecte de données. Ça peut correspondre à différents types de projets que vous pouvez retrouver, vous, dans vos organisations. Donc, que ce soit la logistique avec, par exemple, tout ce qui est gestion potentiellement de stock, d'itinéraires, aussi, tout ce qui va être urbanisation, environnement, santé ou eau et assainissement. Il y aurait beaucoup d'exemples dans toutes ces différentes spécialisations. Ce que ça va signifier, la collecte donc, de données géographiques, ça va être des équipes sur le terrain qui vont effectuer donc, des relevés de données géographiques avec des outils qui vont forcément être des outils technologiques. Donc là, on va être sur des smartphones la plupart du temps, mais pourquoi pas des tablettes. C'est aussi possible. Quand on va collecter la donnée, on va pouvoir collecter, créer ou modifier de la donnée qui peut être une donnée qu'on va dire de forme. Donc ça peut être des points, des lignes ou des polygones. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Mais voilà, savoir qu'on ne se limite pas forcément au recueil d'un point de localisation de l'enquêté lors d'une collecte. Donc, tous ces outils de collecte de données géographiques, ils peuvent être utilisés en soi ou en complément d'autres outils pour ajouter cette composante-là à la collecte de données selon potentiellement la complexité de la collecte et l'importance de la collecte. Donc, on va avoir certains avantages quand on va avoir une collecte centrée sur la donnée géographique. Notamment, on va avoir une amélioration de la donnée géographique lors de l'enquête. Il y aura aussi quelque chose de très important, ça va être un gain de temps assez important sur la collecte et surtout l'analyse de la donnée. On va forcément être sur des outils qui vont pouvoir centraliser la donnée et potentiellement, selon les outils, on va pouvoir en temps réel visualiser l'avancée de la collecte, où on en est, que ce soit des outils qui soient en ligne ou hors ligne, puisqu'on passe souvent en hors ligne par une synchronisation. Une fois la synchronisation faite, on peut voir l'état d'avancement de la collecte et visualiser les données. Et forcément, c'est aussi un avantage pour la réalisation de produits qui vont se centrer sur ce type de données, donc par exemple des cartes, qu'elles soient statiques sous de format PDF ou dynamiques avec des formats web, où plus facilement la donnée sera exploitable pour faire ce genre de produit.
Donc face à ça, on a une présentation un peu de à quoi ça correspond. Forcément, si on commence à parler d'outils, il y aura beaucoup de choses qui vont exister. C'est aussi l'objectif d'aborder tout ça ensemble dans cette partie. Donc, ce qu'il faut potentiellement avoir en tête, c'est que les outils qu'on appellerait géocentrés, donc vraiment centrés sur la donnée géographique, vont potentiellement être plus complexes que les outils de collecte de données mobiles type enquête, à la fois sur l'utilisation et la mise en place. Ce qui va surtout être plus complexe, c'est que ce sont des nouveaux outils. Souvent, c'est des outils qui n'ont pas été utilisés, que peut-être vous connaissez moins, vous connaissez pas du tout. Et c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans le choix et la préparation de la collecte. Donc, quand on va préparer sa collecte, on va essayer d'avoir en tête potentiellement quelles données on veut collecter, pour quel objectif et quelle continuité on va avoir dans le temps. Tout ça, ça va nous permettre d'orienter le choix sur l'outil de collecte et ce qui doit avoir une composante géographique centrale ou pas. Donc, face aux différentes technologies qui existent aujourd'hui dans le choix d'outils de collecte, on a fait le choix donc, de diviser ces outils en 4 grands groupes où on a essayé de regarder l'utilisation qu'on peut en faire, les compétences nécessaires pour l'utilisation, avec le niveau de prise en main qu'on peut accorder à cet outil. Donc, dans ce tableau, on retrouve tout en haut le premier type, donc le type outil léger de collecte cartographique. Donc, dans cette catégorie, on va retrouver finalement tous les outils qui vont être nécessaires, enfin, qui vont permettre de cartographier des éléments simples par leur forme et leur description attributaire. Donc, vous vous souvenez, je parlais de forme il y a quelques minutes. Donc là, on va vraiment être sur la collecte de données ponctuelles, vraiment collecter des points, c'est-à-dire une localisation avec une coordonnée, des coordonnées géographiques simples. Donc, ce sont des outils qui souvent nécessitent moins de compétences, sont plus faciles à prendre en main puisqu'on traite sur des modèles de données plus simples et qui sont faits pour être plus accessibles. Donc, dans l'exemple d'outils qu'on va retrouver dans cette catégorie, on a noté Osmand ou OSM Tracker. Donc, ces deux outils-là sont vraiment basés sur la suite OpenStreetMap. On retrouve aussi ArcGIS Quick Capture. Donc, ArcGIS Quick Capture qui est lui sur la suite propriétaire Esri. En deuxième ligne, on va avoir les outils de collecte SIG. Donc, SIG, ce sont les systèmes d'information géographique. Donc, on rentre dans une catégorie plus avancée, sans forcément avoir des outils qui permettent des formulaires avancés ou des enquêtes très développées. Je m'explique, là, on va être vraiment sur des outils qui sont orientés SIG, où on va pouvoir préparer des collectes à plus grande échelle sur des jeux de données beaucoup plus précis et qui sont souvent connectés à une base de données en parallèle. Donc, tout ça, ça veut dire qu'on va être vraiment sur un travail proche du SIG, mais avec une approche terrain pour la collecte de la donnée. Donc, forcément, ça va être beaucoup plus avancé en utilisation, en compétences nécessaires pour déjà comprendre les données auxquelles on a affaire, mais aussi paramétrer, préparer la collecte avec potentiellement la gestion de l'infrastructure pour collecter si elle n'est pas automatiquement prévue dans l'outil. Dans les outils justement qu'on peut avoir, on a QField, donc QField qui serait lié à l'outil justement SIG QGIS. On retrouve donc ArcGIS Field Maps qui, lui, est aussi lié à la suite propriétaire Esri. Et enfin, on retrouve Mergin, qui est, lui, indépendant des deux autres suites d'outils dont j'ai parlé. En troisième type, on retrouve donc la collecte sur mobile de type enquête. Donc là, on se différencie vraiment des deux autres parce que on a une gestion formulaire qui est beaucoup plus avancée, qui est vraiment l'entrée première de la collecte, mais
la collecte de données géographiques reste tout de même possible on va dire plutôt dans des types de questions. Dans un type de question, on va pouvoir collecter un point, etc. Donc, ces outils sont plus faciles à prendre en main pour l'aspect géographique, puisque ce sont souvent seulement certains types de questions qui permettent de collecter les points. Après, ces outils-là peuvent être un peu plus avancés sur la préparation, le déploiement de formulaires. Donc, on va retrouver des outils que peut-être vous avez plus entendu parler, plus largement répandus. Donc, on retrouve Open Data Kit, donc ODK, Kobo Toolbox, Kobo, Survey123 qui est aussi lié à la suite Esri, ONA, Survey CTO, SMAP, Mobenzi. Voilà, il y aurait la liste pourrait continuer, il y aurait beaucoup d'outils de ce type-là. Ensuite, on va retrouver les outils qu'on a qualifiés de métiers sectoriels. Donc là, on ne va pas pouvoir lister les outils, c'est vraiment dédié aux organisations, au cœur de métier, qui vont avoir leurs propres outils, avec potentiellement de la collecte de données géographiques dans les outils. Donc, quand on se prépare à faire une collecte de données géographiques, il y a forcément des points à prendre en compte en amont de la collecte. Donc là, on n'est même pas dans la phase de préparation de la collecte, on est vraiment dans la phase de réflexion. Il y a des choses à prendre en compte pour savoir est-ce qu'on va aller sur une collecte géocentrée ou non. Donc déjà sur la précision spatiale, donc s'il y a un besoin vraiment de précision spatiale, un outil cartographique peut améliorer grandement la précision par rapport à un outil de collecte de données entre guillemets classique. Par exemple, les outils comme Osmand, QField ou Fieldmaps, ils ont un fond cartographique qui permet tout de suite de potentiellement corriger des décalages entre notre position réelle et le relevé GPS attendu. Les outils de collecte de données mobiles, ils se prêtent aussi mieux à la collecte de données vectorielles complexes. Donc, vous vous souvenez, je parlais de points de ligne polygones. Là, on va vraiment être sur les deux derniers, collecter des lignes ou des polygones. On va être vraiment sur des formes plus complexes qui sont moins disponibles sur des outils de type enquête ou des outils plus simples. On a aussi le potentiel de réutilisation de la collecte donc, pour les projets cartographiques. Donc, on peut mettre en lien la collecte avec des outils SIG ou pas forcément. Ça peut être des outils de type tableau de bord pour visualiser la donnée. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Tous ces outils tableau de bord vont être en annexe des outils de collecte, mais ils vont potentiellement avoir besoin de certains formats de données pour utiliser au mieux la donnée géographique et représenter spatialement l'information. Donc, c'est aussi quelque chose à potentiellement avoir en tête. Enfin, la faisabilité de la collecte. Donc, très important, le contexte de sécurité ou d'insécurité. Est-ce que la collecte est réaliste dans ce contexte-là? Est-ce qu'on met à risque les collecteurs ou les collectrices en les faisant collecter de la donnée? Est-ce qu'on les met à risque en ayant un téléphone dans certaines zones pour être identifiable plus facilement, etc. Est-ce qu'il y a les compétences des équipes pour potentiellement réaliser la collecte sur les outils? Est-ce qu'il faut prévoir de la formation? Et est-ce que le matériel est disponible? Donc, suite à ça, une première question pour vous, donc une question normalement qui apparaîtra dans Zoom. Donc, la question, quels outils de collecte cartographique avez-vous déjà utilisés? Donc, on a listé de nombreux outils, dont certains qu'on a mentionnés. Je vais vous laisser 1 minute pour répondre à cette question. Donc, première chose, c'est qu'il y a pas mal d'outils qui n'ont aucune réponse, c'est-à-dire personne n'a utilisé ces outils, donc c'est pas très étonnant vu la diversité d'outils qu'on a. L'outil le plus utilisé, donc c'est ODK ou Kobo Toolbox, donc avec 87% des gens qui ont répondu ont déjà utilisé cet outil, donc c'est pas très étonnant parce que c'est un outil assez leader dans la collecte, mais assez intéressant. Pour tout ce qui va être plus donc géocentré, le premier outil, si je me trompe pas, ça va être donc Maps.me, dont j'ai pas parlé, qui serait
assez proche d'Osmand avec moins de possibilités. Un outil un peu plus simple, mais qui permet quand même de collecter de l'information. On retrouve juste derrière Osmand et avec 33%, Qfield aussi à 27%, GPS Waypoint 27% également, et certains qui n'ont été utilisés que par une personne comme Mergin Maps, SW Maps, Mergin et Vespucci par exemple. Voilà pour les résultats. Donc je vais continuer. Donc sur cette image, on a essayé de centraliser les avantages à gauche et à droite, les inconvénients d'une collecte de données mobile, donc dans son sens large, et en mettant en avant en gras les éléments qui seraient liés à la collecte géocentrée. Donc on retrouve dans les avantages une compatibilité avec un modèle de données commun quand on commence à prévoir une collecte de données mobiles. Potentiellement une personnalisation d'outils pour son projet avec des intégrations de données déjà existantes. On peut potentiellement recueillir des données qui soient à la fois quantitatives ou qualitatives. Ensuite, quelque chose qui va vraiment être propre à la collecte géocentrée, donc la plus grande précision géographique des données, comme je précisais, certains outils permettent vraiment de corriger certains décalages de la précision des outils qu'on va utiliser. Une mise à jour donc plus facile de données dans le temps, un gain de temps pour la production cartographique ou d'autres supports pour l'aide à la décision et à la communication. Donc là, on retrouve pareil ce que je disais, donc un bon avantage qui est lié à la collecte géocentrée pour l'utilisation potentielle dans des outils ou la production de produits externes. Peut fonctionner sans connexion Internet pour la collecte et via une synchronisation filaire sur un poste. Alors, sur la synchronisation, elle peut être filaire ou non, ça dépendra des outils. Mais il est tout à fait possible avec une collecte géocentrée de faire une collecte hors ligne également, selon les outils. Sur les inconvénients, on va avoir une phase de préparation pouvant être longue et complexe selon le projet. Cet inconvénient, il est renforcé sur des outils de collecte de données géographiques, puisqu'on va potentiellement aussi devoir prévoir le temps en plus sur l'aspect données géographiques, qui peut être nouveau pour beaucoup de personnes. On va avoir des compétences techniques qui peuvent impliquer une formation plus longue, pareil, comme je disais, comme on va être sur des choses qui sont encore nouvelles, qui peuvent s'ajouter à une collecte de données classique. Une collecte de données géocentrée va potentiellement impliquer une formation plus longue auprès du personnel qui va collecter la donnée ou qui va préparer la collecte. Donc, l'exposition potentielle du personnel à des risques de sécurité, comme je mentionnais, donc ça c'est très important dans un peu l'analyse de la faisabilité, de prendre en compte tout ça. L'achat de matériel harmonisé, donc ça pourrait aussi rentrer dans la collecte de données géocentrées pour s'assurer qu'on ait des outils qui soient les mêmes pour tout le monde, notamment dans l'aspect de formation, qui est important à prendre en compte. Et pour le maintien et la préparation de la collecte, ça facilite grandement la préparation et la mise en place. La dépendance à l'électricité et la grande consommation de batterie qui est renforcée quand on va se mettre à collecter de la donnée géographique avec l'utilisation potentielle du GPS, de la localisation constante, qui peut engendrer plus de consommation de batterie. Il y a toujours un risque de perte de données malgré les mises en serveur, les potentiels backups, etc. Donc maintenant, on va passer peut-être à une deuxième question. Après avoir vu un peu les avantages potentiels, les inconvénients potentiels, théoriques, que nous, on a un peu listés, vous, dans votre expérience, quelles difficultés avez-vous rencontrées dans l'usage d'une application de collecte de données géographiques? Donc, première réponse, exploitation des données obtenues, personnalisation des cartes. Deuxième réponse, donc, compétences techniques. Donc, j'imagine un manque de compétences techniques pour utiliser les outils. Ça peut en effet être un peu lié ce genre de difficulté, vu que c'est des outils assez nouveaux et auxquels les équipes sur le terrain n'ont pas forcément l'habitude. Donc c'est vrai que ça peut demander un temps de formation pour bien apprendre à utiliser les applications
Et après la collecte, comment gérer toutes les données qui sont qui sont quand même plus complexes que des données de formulaire. Et oui, SW Maps, le stockage de données après la collecte, on va y revenir aussi. C'est un des outils dont on parlera un petit peu plus en détail dans la partie suivante. Tous les outils ne proposent pas les mêmes capacités de stockage ou les mêmes automatisations pour le stockage et le traitement des données après la collecte. Donc, pour revenir sur les quelques réponses, donc en effet, sur l'exploitation des données obtenues, personnalisation des cartes, ça, c'est quelque chose de très, très important et c'est, je pense, une grande difficulté. Quand on prépare la collecte de données, on ne connaît pas forcément tous les formats disponibles pour représenter spatialement la donnée. Donc, c'est aussi des choses à prendre en compte en amont et potentiellement prévoir aussi ces temps-là, puisqu'on va devoir potentiellement sortir de ces outils-là de collecte pour aller dans des outils de visualisation. Un dernier commentaire sur l'outil Kobo Collect. Sur un outil facile à prendre en main, mais une saisie assez complexe quand même. Donc en effet, sur Kobo, Kobo a l'avantage d'être assez simple, mais il peut aller jusqu'à des niveaux plus avancés selon le formulaire qu'on veut paramétrer, ce qui peut rendre la chose plus complexe en effet. Donc je vais passer la parole à Manon, Manon Vieux, donc, pour nous parler un peu plus d'un exemple auquel elle a été confrontée par le passé. Merci Gilles. Oui, donc moi je vais vous parler d'un projet qu'on a mené avec Médecins du Monde à Mayotte. C'est un projet de santé communautaire. Donc c'était assez, enfin ce type de programme était assez nouveau pour nous et c'était aussi pour Médecins du Monde. Alors pour le coup, le programme ça c'était pas nouveau, mais ce qui était nouveau c'est les deux quartiers sur lesquels ils allaient le mettre en œuvre. Donc deux quartiers informels, deux bidonvilles de Mayotte, donc sur lesquels ils n'étaient jamais intervenus. Et leur demande et pourquoi ils ont voulu collecter de la donnée, c'était premièrement pour améliorer leur connaissance de ces deux quartiers et en particulier sur les points d'eau et leur accessibilité. Ils voulaient également pouvoir améliorer leur déploiement opérationnel. Et le dernier axe de ce projet, c'était en tout cas de la collecte de données, c'était de créer une mobilisation communautaire avec les habitants des quartiers, puisque l'objectif, c'était d'associer les habitants à la collecte de données. Donc, effectivement, on est sur un projet, en tout cas, moi, je suis vraiment sur le volet, comme je le disais, d'outils low-tech. Donc, je suis vraiment dans la catégorie des outils légers, accessibles, accessibles à des non-techniciens, sans compétences ou formation en SIG ou en cartographie. Et pourquoi j'ai trouvé intéressant de présenter ce projet-là? Parce que c'est un projet qu'on a assez court. La collecte, on l'a réalisée sur 15 jours. Donc, 15 jours, ça comprend la formation aux outils des habitants et de l'équipe de Médecins du Monde, donc des gens qui ne connaissaient pas du tout ces outils-là, qui ne les avaient jamais utilisés, donc formation, la collecte sur le terrain et après le traitement des données et la réalisation de supports cartographiques. Donc c'est vraiment très complet et c'est pour vous montrer aussi qu'en 15 jours, tout ça, c'est possible. Nous, sur ce projet, on a choisi l'outil Haussmann, dont on a déjà un petit peu parlé, qui fait partie du coup de cette catégorie des outils légers. Donc, première explication de ce choix, effectivement, on a affaire à des gens, enfin, en tout cas, les personnes qui vont faire la collecte ne sont pas formées en cartographie ni en SIG. Donc, on est plutôt sur cette catégorie d'outils-là. Tout à l'heure, Gilles présentait Haussmann aussi, et il y a plein d'autres outils qui viennent de cet écosystème d'OpenStreetMap. Je ne sais pas s'il faut redéfinir OpenStreetMap, est-ce qu'il faut très très brièvement pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout. On a l'habitude de présenter OpenStreetMap comme le Wikipédia des cartes. Donc, c'est une base de données géographiques libres auxquelles tout le monde peut contribuer. Donc, on peut ajouter des données dans cette base de données. Donc,
cette carte libre et on peut aussi récupérer ces données. Donc, c'est vrai que sur les activités de cartographie léger, il y a beaucoup d'outils de l'écosystème d'OpenStreetMap. Il y a Osmond, il y en a plein d'autres. On a parlé de Maps.me, OSM Tracker, Organic Maps. Ça évolue très très vite aussi. Osmond, c'est un outil qu'on utilise, qu'on connaît bien aussi, qu'on utilise beaucoup parce qu'il est, un peu couteau suisse, il permet de faire plein de choses. Donc de la contribution OpenStreetMap, mais aussi de la collecte de points d'intérêt. De points d'intérêt, mais on peut aussi collecter des traces GPS, on peut prendre des photos géolocalisées. Donc, il permet plein d'options. Et sur ce projet, c'était intéressant parce qu'il y a eu au début une intention de cartographier dans OpenStreetMap. Et puis après, finalement, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure, on a changé on a changé d'option, on a voulu faire de la collecte de données hors OpenStreetMap. Donc voilà, cet outil a permis ça. Voilà. Et là, sur l'image, vous voyez un petit peu à quoi ressemble l'application pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, bon, c'est tout petit, mais on voit un peu les différentes options et effectivement ce fond de carte, enfin, sur lequel on peut collecter les données. Je m'arrête là, Sophie. Gilles, Merci la main à Manon. Ezekiel, on reviendra après pour plus de détails. Ça marche, merci. Ezekiel, si tu veux présenter ton projet. Merci, Sophie. OK. Du coup, moi, j'ai eu à réaliser un projet de cartographie de la vallée de Jio au Togo. Bon, c'est la vallée d'une rivière avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Donc, c'est un projet d'indication géographique, voilà, pour cartographier voilà, les rivières, les zones aménageables, tout ce qui est système d'irrigation, tout ce qui est infrastructure, voilà, les vannes, et tout ce qui est infrastructure liée à la production du riz. Et voilà, l'infrastructure, voilà, là où on régule l'irrigation et tout et tout. Donc, c'est ce projet-là que j'ai réalisé. J'ai réalisé avec, voilà, merci. Et pour ce projet, nous avons choisi Qfield parce que, bon, les données ne sont pas censées se retrouver ailleurs. Et du coup, il va falloir qu'on choisisse, voilà, une application de type géographique qui nous permet d'abord de charger, bien d'importer la zone d'intérêt du projet pour que ça soit visualisable par les collecteurs et d'intégrer également la zone de travail de chaque collecteur. Voilà. Et l'objectif pour nous aussi, enfin, il simplifie, c'est d'avoir un fond de carte, c'est-à-dire une carte enfant, pour que les collecteurs savent où est-ce qu'ils sont situés, où est-ce qu'ils sont par rapport à la donnée précédemment collectée et où est-ce qu'ils sont dans leur zone de travail. Voilà. Et on avait besoin aussi de la précision de moins d'un mètre, parce que pour faire tout ce qui est polygone de la rizière, tout ce qui est ligne d'irrigation, tout ce qui est polygone des zones aménageables, on a besoin qu'elle soit hyper précis. Et aussi, l'objectif, c'est que, voilà, à la fin de chaque journée, on a besoin de faire du rapport, et un rapport qui doit être visuel, voilà, pour voilà, l'organisation pour qui on fait ce projet. Du coup, voilà, à la fin de chaque journée, c'est plus facile de savoir la superficie cartographiée et voilà, quelle distance de piste, quelle distance du système d'irrigation qui a été cartographié aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait au premier jour, qu'est-ce qui a été fait au deuxième jour, ainsi de suite. Et il y avait beaucoup de c'était facile aussi pour nous, voilà, de sortir une carte à la fin. Et aussi, l'autre avantage, c'est que, voilà, à la fin de la journée, quand les collecteurs synchronisent leurs données, au début de la journée, de la deuxième journée, ils savent à peu près le travail que leurs collègues ont fait. Voilà, ça se synchronise en même temps dans l'application, chez eux, dans leur téléphone aussi. Voilà. Euh, voilà, j'ai été un peu long. Désolé. Merci Ezekiel. Ouais, Puis oui, on reviendra un peu plus tard sur la conclusion de vos projets ouais. à vous deux. Donc, pour continuer, maintenant, on va voir comment choisir
son outil en particulier. Donc, les questions à se poser, les questions qu'on a vues déjà avant. Donc, pourquoi vous avez besoin d'un outil? Donc, quel est l'outil qui est le plus adapté à votre projet? Il n'y a aucun, on rappelle un peu des webinaires précédents, donc c'est qu'il n'y a aucun outil qui va correspondre à tous vos critères. Enfin, il n'y a pas d'outil parfait. Ou alors, ça va, enfin, du coup, s'il est parfait et totalement adapté à votre produit, il sera probablement pas gratuit. Donc, ça va être un choix à faire dans les outils qui existent actuellement. Donc, pour toutes les solutions de collecte géographique, donc, elles permettent toutes de renseigner plus ou moins facilement des points géoréférencés, donc au moins des points. La plupart permettent aussi de collecter des lignes et des polygones. Elles vont quasiment toutes aussi vous permettre de collecter des données avec une grande précision. Donc, vous allez avoir soit des informations sur les GPS que vous captez, et donc si votre position est précise ou pas, et si vous pouvez l'améliorer éventuellement, ou pouvoir réajuster la position directement avec un fond cartographique selon les applications. Et donc, toutes les applications aussi permettent d'exporter ces données donc, vers un serveur ou via son ordinateur, via un mail, selon comment vous gérez vos données. Et donc, de pouvoir les réutiliser après pour de la production cartographique et de l'analyse plus complexe. Alors, je vais commencer donc un comparatif un peu des outils. Donc, ça, c'est les outils. Donc, je vois que justement, il y a une question un peu dans ce sens dans le chat sur l'utilisation des outils qui dépendent en partie de la maîtrise. Donc, c'est vrai que là, je vais d'abord présenter des outils qui sont relativement faciles à prendre en main. Donc j'en présente 4, et après j'en présenterai 3 qui sont plus complexes, mais qui vous permettront d'aller beaucoup plus loin dans votre collecte de données. Donc, d'abord, Haussmann. Donc, nous, on travaille beaucoup avec AccartoNG, mais c'est pas forcément, s'il n'est pas au premier du tableau, parce que c'est le meilleur forcément à utiliser. Mais c'est juste moi qui ai l'habitude de cet outil-là. Donc, il est gratuit et open source. Il est très lié à OpenStreetMap, donc le Wikipédia des cartes. Donc, tout fonctionne un peu dans la même idée. Donc, avec un fond de carte OpenStreetMap, on peut retrouver votre point GPS. Donc, vous pouvez voir en temps réel si vous êtes bien géoréférencé, et du coup, si vous pouvez éventuellement améliorer la position de votre point manuellement. Il fonctionne hors ligne, donc il y aura toujours besoin d'avoir le GPS activé, mais vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion Internet. C'est l'intérêt d'Haussmann, c'est que vous pouvez télécharger des cartes à l'avance dans l'application, des zones que vous allez cartographier, des cartes qui peuvent être très grandes, ça peut être à l'échelle d'un pays. Après, ça dépendra de la place que vous avez sur votre téléphone. Vous pouvez éventuellement aussi télécharger des imageries pour avoir un fond d'imagerie hors ligne, que vous pourrez utiliser sur le terrain sans connexion Internet. Et donc, il y a tout un système de dossiers où vous pouvez trier vos données, les organiser. Donc, le gros inconvénient d'Haussmann, ça va être qu'il ne fait pas les polygones. Donc, vous pouvez faire très facilement des points, les organiser, leur mettre des attributs. Et vous pouvez aussi mettre un suivi GPS qui va reprendre sous forme de ligne le parcours que vous avez fait. Donc, ce qui peut être assez détourné, qui est souvent détourné pour faire des applications de randonnée. Mais donc, vous pouvez aussi utiliser pour retracer votre parcours et éventuellement pour retransmettre ce parcours au prochain collecteur. Ça demande pas mal de préparation d'organiser un projet Haussmann, surtout si vous avez plusieurs collecteurs. Vous devez vous assurer que tout le monde a bien compris comment fonctionnait le système de données et comment vous alliez les organiser. Donc, ça peut être comment vous allez nommer vos points, par exemple, si vous prenez des points d'eau, quels sont les critères que vous mettez, s'ils sont en état de marche ou non. Pardon, excusez-moi. Ça demande donc un paramétrage qui peut être un peu long, et du coup un temps de formation qui peut être un peu long aussi, tant que les équipes prennent en main l'application, ce qui peut être souvent proposé en une journée ou deux. Et après,
vraiment l'explication du projet en lui-même, de comment vous allez comment vous allez nommer les données. Il faut que tous vos collecteurs soient bien au clair sur ce point et fassent bien la même chose. Sinon, ça va demander aussi un temps de nettoyage qui va être très long. Donc, pour le prochain outil, c'est SWMap. Donc, je voulais te dire justement qu'il était assez précis, mais du coup, Robert précise aussi que lui, il avait une précision d'environ 2 cm sur ces points, ce qui est quand même assez impressionnant quand on compare à du Kobo où on est plus sur du 14 à 30 mètres. Là, d'avoir une précision aussi précise, donc ça, c'est quelque chose aussi que vous allez devoir réfléchir de votre côté. Est-ce que vous avez besoin d'avoir un outil qui est aussi précis? Donc, c'est un outil qui est gratuit, mais qui n'est pas libre, donc qui est un logiciel propriétaire, mais gratuit, qui est assez facile à prendre en main, où le dessin est facile, donc vous pouvez dessiner à la fois des points, des lignes et des polygones, leur donner des attributs, donc des descriptions, que vous retrouverez après quand vous les exportez. Vous pouvez donc interagir assez facilement, faire des dessins assez faciles et assez précis, et aussi modifier la symbologie directement dans l'application mobile, ce qui est assez rare pour les outils de collecte cartographique. Vous pouvez également faire des calculs d'air et de périmètre de distance directement sur le terrain si vous le souhaitez, ce qui est un besoin, je ne sais pas si c'est un besoin qui revient fréquemment dans vos projets, mais il peut être disponible. Donc, il fonctionne malheureusement, uniquement sur Android. Donc, la plupart du temps, les gens travaillent sur Android, mais c'est quand même, il ne pourra pas être sur un autre système d'exploitation. Et il est uniquement en anglais. Donc, si vos équipes ne parlent pas du tout anglais, il faudra éventuellement prévoir aussi un temps un peu de formation pour être sûr que tout le monde a bien compris quel terme était à utiliser, que tout le monde utilise les mêmes termes. Et il fonctionne par contre avec une connexion Internet pour avoir le fond de carte disponible tout le temps. Pardon, excusez-moi. Pour Kobo et ODK, donc on l'a remis dans ce tableau parce qu'il fonctionne quand même d'un point de vue géographique si vous voulez collecter des points et des tracés. Les polygones éventuellement, mais c'est vraiment assez compliqué. L'avantage de Kobo et d'ODK, c'est qu'il est souvent déjà connu des équipes et vous pouvez retrouver tous les systèmes de formulaires. Donc ça peut aller assez loin dans la description des données, ce qui peut quand même représenter un gros avantage pour les équipes. J'ai reprécisé la sécurité des données. Parce que souvent, Kobo, ça fonctionne avec un lien vers un serveur, où du coup, la mise à jour des données se fait de manière vraiment via des canaux sécurisés. Excusez-moi. Désolée. Mais par contre, du coup, pour Kobo et ODK, vous n'avez pas vraiment de vérification pour savoir si votre point est vraiment bien placé. Il y a une précision qui est assez aléatoire. Et ça va vraiment être surtout des points. Il y aura besoin d'une connexion Internet pour vraiment synchroniser toutes les données de vos équipes. Pour GPS Waypoint, qui est gratuit mais pas libre, il est très facile à prendre en main, où là, il y a vraiment très peu de manipulation à faire, très peu d'organisation à faire à l'avance. Il prend tous les types de formes. Il y a vraiment quelques manipulations très rapides à faire. Vraiment, vous marchez le long d'une surface et il va vous proposer une case, oui ou non, voulez-vous transformer cette ligne en polygone. Et après, vous pouvez nommer et décrire vos données assez facilement. Par contre, après, il n'y a pas de fond de carte, donc ça va toujours être un peu aléatoire sur les points. La précision ne va pas forcément être excellente, même si avec cette application-là, vous avez beaucoup d'informations sur sur quel satellite vous captez et est-ce que vous avez une bonne précision satellitaire. Il fonctionne en ligne et vous pouvez l'exporter les données en plusieurs formats, donc que ce soit du CSV ou du JSON, du Shape. Puis utile selon après comment vous traitez vos données en interne avec votre structure et quel est votre projet derrière, si c'est plutôt pour de l'analyse ou pour de la cartographie. Donc là, je vais passer à des outils qui nécessitent plus de compétences SIG. Donc,
Filmaps. Donc ça, c'est vraiment Filmaps, Qfil, Emerging Maps, qui sont vraiment 3 outils vraiment SIG, mais sur mobile. Donc, qui vous permettent de faire une collecte, mais qui nécessitent de grandes compétences en SIG. Donc, pour Filmaps, c'est la suite Esri, donc souvent ArcGIS Online. Vous pouvez faire des story maps. Donc, ce qui est les gros avantages d'Esri, de la suite Esri, c'est que tout est lié. Donc, si vous faites une modification sur votre application mobile sur le terrain, ça va mettre à jour automatiquement votre carte web, votre story map, donc vos supports de communication. Vous pouvez répartir le travail en des zones de travail directement via l'application, faire des configurations d'utilisateurs selon s'ils peuvent, par exemple, chaque utilisateur pourrait apporter des nouvelles modifications, mais des nouveaux éléments, mais seulement certains pourraient modifier les éléments déjà existants, on pourrait faire du contrôle de qualité. Et avec Filmaps, il y aurait besoin d'une seule personne qui pourrait tout configurer en ligne, qui pourra après le transmettre à toutes les personnes qui ont l'application sur leur téléphone. Donc, ça reste un outil propriétaire, donc, qui n'est cependant pas si cher que ça, car il propose un tarif ONG, donc ça sera environ 200 € par personne avec une licence, donc par téléphone pouvant lancer sur le terrain. Mais avec ces 200 € par an, où là, vous avez, du coup, pour une seule personne, mais où ça va être, vous aurez le serveur constamment, c'est sécurisé, vous pouvez avoir éventuellement un support technique. Donc, c'est ça, c'est des licences individuelles. Donc, à chaque fois que vous allez vouloir ajouter une nouvelle personne à votre équipe, il faudra faire les changements de licence ou acheter une nouvelle licence qui est assez contraignant. Et il y aura besoin d'une connexion Internet pour synchroniser avec ArcGIS Online. Donc, pour Qfield, c'est un peu le même principe, mais avec QGIS. Donc là, tout est gratuit et open source. Vous pouvez totalement paramétrer dans QGIS. Avec plein de fonctionnalités. Donc, comme pour Filmaps, vous pouvez créer des données beaucoup plus complexes, donc qualitatives, quantitatives. Et par exemple, avec un effet un peu formulaire, ou par exemple sur un type de données, si vous avez, je ne sais pas, un type d'agriculture, vous pouvez avoir une sélection déjà d'agriculture possible, et où le collecteur n'aura juste à appuyer sur quel type de données il a voulu récupérer. Donc, il y a un suivi dans le temps qui peut être fait assez facilement. Et vous pouvez à la fois utiliser un serveur et à la fois passer par du filaire. Donc, connecter, quand vous rentrez de votre terrain, de juste brancher votre téléphone en USB sur votre ordinateur. Et ça va, avec une application dans le projet QGIS, ça va tout synchroniser automatiquement. Et vous, après le travail, ça sera de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur pendant la collecte. Donc, pareil, il peut y avoir des configurations d'utilisateurs sur les types de données, exactement si chaque utilisateur peut modifier les données comme il le souhaite ou non. Et l'avantage, du coup, c'est qu'ici, tout le monde pouvait avoir énormément de collecteurs différents sans avoir des licences pour chaque personne. Donc, Merging Maps, c'est relativement le même fonctionnement que Qfil. Donc, ça fonctionne avec un projet QGIS. Mais le gros avantage, c'est qu'il a un serveur qui est beaucoup plus développé. Et donc, un cloud qui est vraiment beaucoup plus développé, où là, vous pourriez avoir un service sécurisé de partage de vos données si vous avez beaucoup d'utilisateurs. Donc, c'est un service qui sera payant, qui lui coûtera environ une centaine d'euros par an, par mois, pardon, mais pour un nombre illimité de participants et de projets. Donc après, ça sera des comparatifs de prix qui seront à faire selon votre besoin, donc selon si vous avez plusieurs personnes que vous voulez envoyer sur le terrain ou non. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des licences ou pas qui incluent les serveurs? Ça sera à vous de les déterminer à chaque fois. Donc, je voulais mettre aussi quelques exemples d'autres outils que je n'ai pas évoqués. Je n'ai pas évoqué Mavni d'ailleurs. Mais donc ça, c'est des outils qui sont libres ou non, il me semble, ils sont tous gratuits, ceux-là, qui permettent plus ou moins
de fonctionnalités. Je ne pouvais pas tous les développer lors de ce séminaire. Mais du coup, si vous voulez avoir des idées de noms un peu pour regarder ce que proposent ces différentes applications, n'hésitez pas. Donc, je voulais approfondir un petit peu plus Haussmann, donc c'est open source. Donc là, vous avez un exemple un peu d'application. Donc ça va vraiment être une application qui est centrée sur le point, donc tous les points d'intérêt, les POI, qui sont proches des fonctionnements d'OpenStreetMap. Vous allez pouvoir retrouver, si vous voulez collecter plein de points de types différents, ce qui peut être très utile comme application. Donc, dans un projet QGIS, en fait, vous pourrez choisir les styles de vos données, l'organisation avec des groupes, avec plein de choix possibles et de champs possibles dans vos données, mais éventuellement aussi des calculs de symbologie automatique, par exemple, de mettre s'il y a un point d'eau à cet endroit, s'il y a les bâtiments à moins de 200 mètres de ce point d'eau sont considérés avec un bon accès en eau et du coup apparaîtront en vert ou en bleu. Du coup, si vous rajoutez un point sur votre carte, avec la synchronisation, ça pourra mettre automatiquement votre symbologie et votre projet cartographie à jour. C'est un outil, par contre, qui est très complet et très poussé en SIG. Donc, il demandera un temps je pense que c'est celui qui demande le temps de mise en place le plus long, si vous ne maîtrisez pas parfaitement QGIS. Mais c'est celui qui va... ça va être voilà, celui qui va être vraiment le plus complet, où vous pourrez développer avec le plus d'utilisateurs en simultané. Donc pour Filmaps, c'est vraiment la synchronisation avec toute la suite Esri est vraiment un avantage qui peut être très intéressant pour vous si vous n'avez pas beaucoup de temps et de personnes qui s'occupent vraiment des sujets dans votre structure. Donc vraiment, ArcGIS Online, c'est un outil qui est quand même plutôt facile, qui est plus facile en tout cas que ArcGIS Pro ou QGIS à prendre en main. Il y a un peu moins de fonctionnalités, mais vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Et en plus, ça peut être soit en privé réservé à votre structure ou en ligne si vous voulez partager vos données recueillies directement. Le paramétrage du projet, si vous faites appel à quelqu'un qui a déjà de bonnes connaissances de Filmap, ça peut prendre à peine une journée. Et la formation des utilisateurs, selon leurs compétences de base, ça peut aussi prendre 1 à 2 jours. Enfin, après, ça va dépendre si vraiment la personne a du mal avec le concept de SIG. Là, ça pourrait éventuellement prendre un peu plus de temps. Mais ça va être assez proche avec un système de formulaire où normalement ArcGIS propose aussi un outil de formulaire, de collecte formulaire. En fait, il n'est plus utilisé justement parce que Filmaps suffit amplement à combler à la fois les collectes attributaires via formulaire et la cartographie. Donc, je ne sais pas si Manon, du coup, tu veux reprendre la parole pour faire un peu un bilan du projet, ton projet, de ce qui a été les avantages et les inconvénients. Oui, avec plaisir. Bon, effectivement, on a déjà il y a pas mal d'éléments sur Haussmann. Je voulais peut-être, du coup, nous, effectivement, comment on l'a utilisé dans le projet. Effectivement, Haussmann, enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on voulait l'utiliser pour faire de la contribution directe à OpenStreetMap, donc collecter des données qui iraient directement dans la base de données OpenStreetMap. C'est un gros avantage parce que ça, du coup, on est obligé de respecter le modèle de données d'OSM. Donc, il n'y a pas besoin d'en imaginer un. On s'adapte à celui d'OSM. Et les données, elles sont directement stockées dans la base de données OSM. Donc, il n'y a pas à réfléchir si la structure, elle n'a pas de serveur. Voilà, les données, au moins, elles sont stockées. Donc, c'est pour nous, c'est deux gros avantages. Voilà,
on se base sur le modèle de données OSM et on sauvegarde nos données. Enfin, nos données, elles sont stockées et elles sont sauvegardées de manière pérenne dans OpenStreetMap. Bon, et finalement, sur ce projet à Mayotte, dans les bidonvilles, avec le contexte sécuritaire et de politique là, de décasement, Médecins du Monde n'a pas souhaité que les données soient publiques, parce que c'est ça aussi, c'est que si les données elles sont dans OSM, c'est pratique, mais par contre les données elles sont visibles de tous. Donc ils ne voulaient pas être à l'initiative, enfin en tout cas ils ne voulaient pas mettre à disposition de la donnée qui pourrait être récupérée par les forces de l'ordre, etc. Donc on a basculé sur l'autre option d'Haussmann, qui est de faire de la collecte classique de points d'intérêt. Donc c'est tout à fait possible dans Haussmann. Par contre, c'est ce que disait Sophie, il n'y a pas d'option. Enfin, il y a plusieurs petites options pour ajouter des attributs aux coordonnées GPS, mais il n'y a pas de questionnaire ou de menu déroulant. Donc, il faut bien réfléchir à comment on structure la collecte avec une équipe pour que les données soient le plus organisées et homogènes possible et du coup faciliter le traitement. Ça, c'est la partie on va dire, complexe dans l'utilisation d'Osmand. Ce qu'on a fait dans ce projet, c'est qu'on a créé en fait une grille, un questionnaire, enfin une sorte de grille papier, et les collecteurs partaient avec du coup le téléphone, l'application et cette grille de référence sur comment renseigner les données qu'on cherchait à collecter. Donc voilà, malgré tout ça, pour revenir un petit peu sur le bilan, effectivement, il y a une très bonne prise en main de l'application par des personnes qui n'ont même pas forcément l'habitude d'utiliser même un smartphone, finalement, encore moins un ordinateur. Donc, la prise en main, elle est simple. Je dirais que la formation, nous, on l'a fait sur une demi-journée. Donc, c'est assez rapide. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on forme quand même on forme des référents avant, donc pareil, sur une demi-journée, et après, ils sont quand même là en soutien aux personnes moins techniques ou pas techniques du tout. Mais globalement, en une demi-journée, on peut faire ça aussi sur une journée pour avoir un petit peu plus de temps, mais on a des personnes qui savent prendre en main l'application et qui peuvent collecter des données. Voilà. Donc la prise en main, nous, c'était l'objectif principal. Ça, c'était plutôt une réussite. Les données, on a pu collecter plusieurs centaines de points. La précision était très bonne, etc. Par contre, dans les difficultés, c'est effectivement sur le traitement, malgré la grille, les données, elles sont pas si homogène que ça. Il y a des erreurs dans la saisie, il y a des personnes qui vont collecter d'une certaine façon et d'autres d'une autre. Donc, il y a quand même un temps de traitement, de nettoyage des données qui est assez long. Mais malgré tout, ces données, elles sont tout à fait exploitables et elles permettent de réaliser des supports cartographiques. Là, donc, il y a quelques exemples un peu petits, mais voilà. Donc, avec ces données, on arrive tout à fait à exploiter les données. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer ce temps de nettoyage. Après, dans les limites, je dis que la prise en main, elle est quand même elle est facile et elle est rapide. Après, c'est plutôt dans la durabilité de l'utilisation de ces outils. C'est vrai que là, on est sur une intervention un peu one-shot sur 2 semaines. Après, c'est vrai qu'il faudrait des formations supplémentaires pour que les équipes et les habitants puissent réutiliser ces applications. Et surtout, en tout cas, pour mettre à jour la donnée régulièrement, c'est des données qui bougent très vite, qui changent. Il faudrait plus de formation quand même pour après une utilisation complètement autonome et surtout sur la partie traitement et valorisation des données qui n'ont pas été faites là par les équipes de Médecins du Monde. Un autre avantage, et après je passerai la parole à Ezequiel, sur Haussmann, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette un peu adaptabilité de l'outil où on peut effectivement qui permet de faire plusieurs choses. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plein d'outils qui permettent aussi, mais c'est vrai que Haussmann, il est intéressant, c'est qu'on peut contourner un peu les limites de l'outil, détourner les fonctions principales de l'outil
C'est un petit peu cet esprit low-tech qu'on aime bien aussi. Parce que c'est vrai que Sophie le disait tout à l'heure aussi, elle est peut-être passée un petit peu vite, mais l'outil idéal, il n'existe pas, on est bien d'accord. Celui qui répond à tous nos critères, à tous nos besoins. Et Osmond, vu qu'il a plein de fonctionnalités, plein d'autres types de rendus possibles, etc., voilà, on peut, en le détournant un peu, on trouve comment faire, enfin, en tout cas, utiliser cet outil pour répondre à nos besoins. Mais par contre, c'est vrai que moi, un message important à faire passer, je pense, c'est qu'il faut accepter les limites de ces outils légers. Voilà. Si on n'a pas les capacités techniques, compétences, les moyens d'acheter des licences, etc., pour aller sur des outils un peu plus performants et qu'on est sur ces outils légers, il faut accepter les limites et voilà, savoir qu'il y a des choses qu'on pourra pas faire, la synchronisation par exemple dans les équipes, la standardisation avec des questionnaires, etc. Mais par contre, pour commencer, pour des gens qui n'auraient pas du tout d'expérience sur la collecte de données cartographiques, je trouve que c'est bien de commencer par ces outils légers. C'est pas mal pour acculturer en tout cas les équipes sur l'utilisation, sur comment ça marche, à quoi ça sert, sans faire trop peur. Et après un premier exercice comme ça, je pense que c'est beaucoup plus simple d'aller sur des outils un petit peu plus poussés. En tout cas, moi, c'est ce que je recommanderais. Euh, Merci Manon. Enfin, voilà. désolée de te couper, Non, mais non, en mais vrai, vas-y, c'est bon. J'ai il va fini. pas rester beaucoup de temps pour les questions Vas-y, après. vas-y. Donc, Ezekiel, oui, si tu veux continuer. Et n'hésitez pas à poser dans le chat vos questions déjà, comme ça on pourra y répondre directement à la fin de la présentation. Merci. Merci Sophie. Ouais, pour parler rapidement des difficultés, des réussites voilà, de cet outil et du projet de manière plus générale. En fait, en ce moment, bon, même maintenant, QFID est toujours en développement, il est toujours en bêta. Et voilà, il y avait une crainte de perdre la donnée, il y avait une crainte que les données ne se synchronisent pas bien et tout et tout. Pour la petite histoire, je me souviens très bien que le premier jour du travail, il y a certains collecteurs qui n'arrivaient pas à synchroniser leurs données. Et moi, j'avais commencé par dire avoir peur. Ouais. Et malgré qu'on avait fait des tests qui ont bien marché, le jour-là, on s'est retrouvé avec ce souci. Mais après bon, le démarrage multiple des téléphones, voilà, et on a pu synchroniser sans problème. C'est l'une des difficultés. Et aussi, pour ce projet-là, les rizières sont immenses. C'est immense, en fait. Si on avait du temps, j'allais juste faire la superficie d'un petit polygone. Vous allez voir que c'est immense. En fait, c'est très immense. Et faire le tour de cette zone-là, voilà, pour fermer son polygone avant de reprendre, avant de recommencer un autre polygone, ça prenait du temps et c'est difficile pour les collecteurs. Et voilà, il y avait notre contexte climatique aussi qu'on doit prendre en compte parce qu'il faisait très chaud et l'écran du téléphone était tout le temps mouillé. Et voilà, les collecteurs, parfois, ils sont amenés à ajouter de la donnée par erreur. Et bon, bon, ces difficultés, on les a surmontées quand même. Et on dira à la fin on a collecté 100% des données. Si je dis bien 100% des données parce que je marche bien au mot. Parce qu'on a on a fait un contrôle de la donnée, on est reparti sur le terrain pour marcher sur les traces de leurs collecteurs, pour voir s'ils ont effectivement collecté les données de manière exhaustive. Et on s'en rend compte que voilà, toutes les données ont été collectées. Et c'est ce qui fait aussi voilà, l'une des... ouais, c'est ce qui, moi, m'intéresse, ce qui m'amène à s'intéresser beaucoup plus à QField. Parce que, voilà, le contrôle de la qualité de la donnée est facile. Voilà, il suffit juste de marcher, de revoir, voilà, de marcher sur l'empreinte des collecteurs pour savoir que, ah, il n'y a pas un collecteur qui est assis sous un arbre, pour faire des patates, pour faire des zones et tout et tout. Donc, voilà. Et voilà, pour ce projet, on a réussi quand même à cartographier, voilà, 1200, plus de 1200 hectares voilà, de rizières. Et ça fait pratiquement 2000 hectares de zones aménageables proposées, voilà, où voilà, l'Institut va faire des prélèvements pour savoir s'ils sont véritablement adaptés à la riziculture. Et ils savent maintenant, à la fin, ils ont su, voilà, les rizières qui ne bénéficiaient pas trop de système d'irrigation,
et où est-ce qu'il faut créer, où est-ce qu'il faut faire des systèmes d'irrigation et tout et tout. Donc, voilà. Merci. Je ne sais pas si... Merci, Ezekiel. ouais. Si vous avez des questions sur les projets de Manon et Ezekiel, vous pouvez aussi les poser dans le chat pour vous répondre. On essaiera de ne pas trop dépasser le temps. Ouais. C'est 12h30. Alors, donc là, on va passer à la conclusion et justement aux ressources. Là, c'est une question qui a été posée dans le chat. Donc, vous pouvez retrouver beaucoup de données sur le portail de ressources IM, comme on a pu voir déjà un peu au début et dans les précédents webinaires, donc, qui sont autour des outils de collecte mobile, mais aussi des SIG, et éventuellement de comment préparer vos données de collecte, comment gérer vos données. Vous pouvez retrouver toutes sortes de tutos, de boîtes à outils qui pourront vous aider dans vos choix. J'ai ajouté une slide sur l'amélioration du signal GPS. Donc, c'est un point qui peut souvent revenir quand votre matériel ne possède pas un bon signal GPS. Donc, il y a une documentation à Régis qui a été faite par Esri pour améliorer son signal GPS. Donc, c'est lié à Filmaps, mais vous pouvez éventuellement l'appliquer sur d'autres applications de collecte de données mobiles. Ça va passer par un lien entre votre téléphone ou votre tablette avec un GPS plus classique et du coup qui va grandement améliorer vos données et où là vous pourrez avoir la précision quasi centimétrique. Donc, conclusion, donc, pour retenir sur les outils, sur ce qu'on a vu dans ce webinaire, il n'y a pas d'outil miracle qui répondra à tous les besoins. Donc, ce qui a été redit au cours des témoignages et aussi un peu dans les questions, c'est que tout ne marchera pas exactement comme vous voudrez. Donc, il faut réussir à vous adapter votre projet un peu avec des outils qui existent actuellement. Ils sont toujours en développement, mais du coup, il y a déjà, faire avec l'existant. Vous ne devez pas choisir votre outil sur un coup de tête. Il faut vraiment réfléchir sur le long terme. Est-ce que vous avez vraiment besoin de faire une collecte de données géographiques? Quels sont vos besoins précisément? Et de bien réfléchir votre collecte avant de la réaliser. Donc, et après, oui, donc un seul outil, oui, c'est vrai qu'il ne répondra pas forcément toujours à vos besoins. Vous pouvez éventuellement utiliser plusieurs outils au cours de la même session de collecte. Donc, par exemple, un formulaire et un outil tel GPS Waypoint pour avoir vraiment votre précision, plus de précision sur vos points GPS. Pour avoir du coup votre formulaire et les points GPS qui pourront après être liés, ce qui aura un peu plus de travail, mais qui pourront être plus précis. Pour du coup, le compostage du webinaire, donc, vous pouvez retrouver tous les webinaires sur la chaîne YouTube de CartoNG, qui sont déjà présents et celui-ci arrivera bientôt. Et donc, pour rappel, donc, le prochain webinaire aura lieu le 19 décembre. Il sera du coup sur la collecte de données, plutôt cartographique aussi, de manière collaborative, donc focus sur OpenStreetMap. Et voilà, donc on voudrait remercier l'AFD et le ministère français de l'Europe des Affaires étrangères pour nous permettre d'avoir pu mettre en place cette série de webinaires et la documentation. Merci pour votre attention et on peut passer du coup aux questions. Donc, je trouve qu'il y a des questions qui vont être plutôt pour les participants, enfin pour les témoins. Je ne sais pas si, Ezekiel, tu veux répondre? Il y a une question sur la synchronisation avec QField. Si ça s'est bien passé, si vous n'avez pas rencontré trop de soucis, si vous avez fait plutôt par le cloud, du coup. Oui, bien sûr, comme je viens de le dire, après avoir démarré les téléphones plusieurs fois, ça passait. Et on a plus ce souci tout au long du travail. En fait. Voilà. Okay. Et peut-être pour rebondir sur la deuxième question, qui voilà, me demande à savoir les limites concrètes de l'utilisation de QField sur le plan collecte, traitement, analyse de données. Personnellement, moi, j'ai pas eu de limite j'ai eu aucun souci. C'était très facile pour moi de traiter de la donnée, voilà, et de réaliser la carte. Donc, moi, j'avais pas eu de limite sur cet aspect-là.
Alors, moi, je Voilà. préciserais du coup en limite, c'est que toi, tu as un bon niveau en SIG déjà avant peut-être cette mission-là, Ouais. et que du coup, tu connaissais déjà QGIS, ce qui est peut-être pas si évident si on connaît pas QGIS de base. C'est un Ouais, outil. Enfin, peut-être. il faut quand même des bonnes connaissances SIG, je trouve, pour utiliser cet Ouais, outil. ouais. Parce qu'il faut quand même, comme Sophie l'avait dit, il faut quand même, voilà. En fait, c'est des outils qui sont un peu beaucoup plus avancés par rapport à d'autres. Donc, ça nécessite un peu les, voilà, les compétences GIS. Voilà. Voilà. Mais c'est. Vas-y, oui, tu voulais ajouter quelque chose? Oh, non, ça va. Ok. Ça va. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, oui, pour revenir aussi sur cette question, sur la deuxième partie de la question sur les limites de QShield. En fait, c'est ça, la seule limite, ça va être la compétence de l'utilisateur. Après, il y a pas. Enfin, c'est un outil qui est quand même assez bien développé et qui est toujours en développement par des équipes qui sont assez motivées. C'est un peu l'avantage des logiciels libres en général. Et du coup, ça évolue assez vite. Et quand il y a des bugs, ils sont vite résolus. Donc, il n'y a pas forcément grand-chose de très négatif sur la collecte et le traitement de la donnée derrière si on sait utiliser QGIS de base. Si on n'a pas d'autres questions, on peut peut-être prendre un ou deux témoignages. Je sais pas, enfin, il y avait deux participants qui proposaient, enfin, qui parlaient de certains de leurs projets. Je sais pas si vous voulez prendre la parole. Yeah, just if I understood, there's just a few words to this project we mapped headstones in a historical cemetery, a Jewish historical cemetery. There are about 1,600 historical cemeteries in Germany, and this is a rather large one, about 470, 480 headstones, and obviously. The necessity for precise location is absolute. Normal GPS is not good enough, not nearly good enough, and so anyway, it was a question of training. There's a staff of 4 people, volunteers, who we used to who were volunteered to collect the data. We took a while for training. We had difficulties. We used SW Maps, which allows us to make a small questionnaire. You can produce a template and take photos with SW Maps. There's some other limitations, but that's just fine. And we had some difficulties, but I think the data is collected. The map will be available, as I mentioned, in a few weeks. If anyone's interested, they can contact me at the address I gave, the email address. We used a device which was developed in the course of this is important, in the course of a project partially financed by Kato NJ itself. As I said, as was noted, SW Maps needs an internet connection, but that's not a problem. In Europe, you always have some kind of satellite, some kind of mobile connection to the internet. And the protocol used is, I think, I'm not an expert, RTK protocol to arrive at this precision. Where there's no internet, it's also possible to use these devices with special adjustments. We could have used them, but since we had fixed points, the EGS, I believe it's the EGS network in Europe, where you have fixed satellite points all over Europe, every 50, 60 kilometers. This made things much more simple for actually getting the location. But in any case, I'll stop talking now. If you need to contact me, you can look in the chat, to the bottom of the chat, info@mamapa.org, and I can tell you a little bit more about this. It says I'm not an engineer, but I can tell you what I can tell you. Merci, Robert. Oui, bonsoir. Bonjour, Maëlle. Ah, Sophie, autant pour moi. Bonjour.
Tu veux nous présenter un peu du Allô? coup ton projet avec ton outil et comment ça s'est passé? Voilà, donc, comme je le disais dans le message chat, donc, on a eu à mettre en œuvre un projet pilote de cartographie des points d'eau au niveau du département de Boboï, dans la région de Dosso. Donc, ce projet a été financé par Hot Humanitarian OpenStreetMap, qui est une ONG internationale humanitaire américaine qui s'est installée récemment. Ça fait à peu près un an que Hot a installé un hub régional de cartographie d'Afrique de l'Ouest et du Nord. Donc, c'est ce hub qui a financé ce projet au niveau du département de Bobo. Donc, le projet consistait à cartographier les points d'eau au niveau de ces départements qui est confronté à des difficultés d'accès à l'eau. La communauté a des difficultés à accéder à l'eau potable. Donc, c'est en ce sens que HOT, à travers son hub régional de cartographie de Dakar, a financé ce projet. Lors de la mise en œuvre de ce projet, on a utilisé d'abord globalement l'environnement OpenStreetMap, donc Java, OpenStreetMap, JOSM, ID Editor, comme outil de collecte des données. On a utilisé Kobo Collect, ODK, OSM AND. Voilà, donc c'est avec ces outils qu'on a fait la cartographie de ce point d'eau et en collaboration avec les services techniques étatiques. Donc, à la fin, le projet a été présenté au bailleur, donc pour un possible financement quoi, au bailleur. Donc, à la fin du projet, lors de la clôture, toute l'équipe du HEP de Dakar était venue à Niamey pour la présentation du projet en réunissant toutes les ONG utilisatrices des données géographiques. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi pour ta présentation. Merci. On va s'arrêter ici du coup pour aujourd'hui et vous pourrez retrouver donc ce webinaire et les autres webinaires sur notre chaîne YouTube très bientôt. Merci à tous pour votre participation et d'avoir assisté à ce webinaire.